Mark n'était pas du genre à chercher les ennuis. Dans son Minnesota natal, il était réputé pour être le responsable du groupe d'amis ou celui qui appelait un taxi dès que les autres voulaient continuer à boire, celui qui veillait à ce que personne n'oublie son téléphone au bar. Pourtant, quelque chose dans l'ambiance des vacances, surtout à Londres, avait semblé éteindre son bon sens d'un simple claquement d'interrupteur. La journée avait commencé comme une journée normale. Lui et ses copains d'université avaient passé la matinée à faire les classiques des touristes ou une balade sur la grande roue de Londres, des selfies devant le Tower Bridge, et à faire semblant de comprendre les explications du guide sur les joyaux de la couronne. Ce n'est qu'au moment du déjeuner, dans un pub typique nommé « Le Lion Rouge », tel que les Américains imaginent un pub britannique, que les choses commencèrent à déraper. « Allez Mark, t'es en vacances ?» lança Thomas en lui poussant une pinte d'ale sur une table en bois collante. « Quand est-ce que tu seras de retour à Londres ?» Mark céda sans trop réfléchir. L'ale était délicieuse, bien meilleure que ce qu'il buvait chez lui, et l'atmosphère chaleureuse du pub lui donnait l'impression d'être dans l'un de ces films britanniques que sa mère adorait regarder. Une pinte en devint 2, puis 3, et lorsqu'ils quittèrent le pub en fin d'après-midi, le monde avait pris cette allure douce et floue qui rendait chaque idée séduisante. Le soleil d'été était encore haut dans le ciel, ce genre de journée londonienne qui semble durer une éternité. Les rues grouillaient de touristes et de locaux, chacun suivant son propre rythme dans ces rues chargées d'histoire. Mark se sentait partie intégrante de quelque chose de plus grand, de bien plus excitant que sa vie habituelle de vendeur d'assurance au pays. « Allons voir le palais », lança quelqu'un dans le groupe. Mark ne se souvenait plus exactement de qui. La marche jusqu'au palais de Buckingham dura plus longtemps que prévu, surtout parce qu'il s'arrêtait sans cesse pour photographier des cabines téléphoniques rouges et des bus à 2 étages. Mark s'amusait comme jamais, riant de tout et de rien, se sentant le personnage principal de son propre film. Lorsqu'ils atteignirent enfin le palais, Sa Majesté imposante ramena Mark un peu à la réalité. Le bâtiment était immense, bien plus imposant que sur les photos, avec sa façade crème qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Les célèbres grilles, ornées de noir et d'or, étincelaient sous le soleil déclinant, et des touristes se pressaient autour d'elles comme des abeilles autour d'une fleur, tous cherchant l'angle parfait. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Mark, ce furent les gardes. Ils se tenaient là, immobiles comme des statues dans leurs uniformes rouges emblématiques et leurs hauts bérets en peau d'ours noir, ne bougeant pas d'un iota, sans même cligner des yeux. Mark les avait vus dans des films à la télé, mais les voir en vrai était une toute autre histoire. Ils paraissaient presque irréels, comme des mannequins ou des personnages d'un jeu vidéo. Comment font-ils pour rester aussi rigides, se demanda-t-il à voix haute en plissant les yeux vers le garde le plus proche. Ce dernier n'avait pas l'air d'avoir beaucoup plus de 25 ans, mais il affichait une discipline que Mark n'avait jamais réussi à atteindre dans toute sa vie. Imagine s'il devait se gratter le nez ou quoi que ce soit. Ses amis se rassemblèrent autour de lui, tous tout aussi fascinés par ces soldats. L'alcool amplifiait leur amusement et bientôt, ils se mirent à imaginer des scénarios de plus en plus farfelus pour expliquer ce qui pourrait faire vaciller la posture du garde. Peut-être qu'un oiseau lui ferait caca sur le béret, suggéra Sarah, la petite amie de Thomas, en étouffant un rire. Ou si quelqu'un lançait la Macarena à plein volume, ajouta Thomas en esquissant une petite danse qui fit éclater de rire tout le monde. Mark observa attentivement le visage du garde, espérant apercevoir un signe d'humanité, un tressaillement, un clignement, quoi que ce soit. Le garde restait figé, concentré et professionnel. Dans son état légèrement éméché, Mark ressentit une provocation dans cette immobilité, comme le défi d'un jeu d'enfant pour voir qui tiendrait le plus longtemps sans rire. « Je parie que je pourrais le faire bouger », déclara-t-il, avant même d'avoir réellement pesé le pour et le contre. Ses amis le regardèrent, mi-amusés, mi-inquiets. « Non, Mark, c'est pas possible », répondit Thomas, bien qu'un sourire en coin trahisse son amusement. « Ces types sont des pros, ils ont vu de tout. » « Mais sérieux », insista Mark, se sentant de plus en plus courageux. « Regardez. » Ignorant les regards de mise en garde d'un guide touristique à proximité, Mark s'avança de quelques pas. La foule se fit légèrement plus rare, créant une petite bulle d'espace entre lui et le garde. Il sentait ses amis se tortiller derrière lui, leur soutien initial se transformant en hésitation. Pourtant, quelques verres d'ale lui donnaient la certitude que ce moment serait le clou de leur voyage, une anecdote à raconter pendant des années. « Et, mon vieux », lança Mark d'une voix décontractée, semblable à celle qu'il employait pour caresser le chat du voisin chez lui. Le garde ne réagit pas, ne cligna même pas des yeux. Mark jeta un coup d'œil à ses amis et sourit. Peut-être qu'il parle pas anglais. Vous savez parler le cockney, vous? Quelques touristes l'envoyèrent des regards désapprobateurs,
mais Marc était déjà trop loin dans son délire pour s'en soucier. Il s'approcha davantage, assez près pour admirer le minutieux travail de son uniforme, les boutons parfaitement polis, les plis irréprochables du tissu, et la manière dont le fusil était calé exactement contre son épaule. « Je parie que t'as hyper envie de te gratter le nez en ce moment », continua-t-il en mimant un geste de grattage exagéré. « Ou peut-être que t'as une démangeaison ailleurs. Cet uniforme a l'air vraiment irritant, mec. » Son imitation fit rire nerveusement ses amis et suscita quelques exclamations parmi les touristes. Sarah s'avança, tirant sur la manche de Thomas. « On devrait peut-être aller manger quelque chose », suggéra-t-elle, mais sa voix fut noyée par la performance continue de Marc. De plus en plus dans son rôle, il se posta à côté du garde et tenta d'imiter sa posture rigide. « Regarde-moi, je suis un garde du palais de Buckingham », dit-il en exagérant chaque syllabe avec un accent britannique douteux. « Je bouge jamais, je souris jamais, et je n'ai même pas à faire pipi. Je suis un robot en chapeau rigolo. » La foule autour d'eux s'était accrue, non pas tant par le plaisir que lui inspirait son numéro, mais par l'embarras et l'inquiétude grandissante qu'il suscitait. Une mère entraîna précipitamment ses enfants, murmurant entre ses dents, « ces Américains bourrés ». Thomas tenta une dernière intervention. « Allez Marc, t'as fait ton numéro. On va manger. » Mais Marc était perdu entre une confiance alcoolisée et un complet mépris des conséquences. « Juste encore une chose, » dit-il en levant un doigt. « Vous n'avez jamais vu l'un de ces types bouger, hein? Jamais ?» Il se tourna vers la foule comme s'il se lançait dans un numéro de rue. « Mesdames et messieurs, préparez-vous à être ébahis. » Bientôt, plusieurs personnes commencèrent à filmer avec leur téléphone, pressentis par l'imminence d'un événement. Marc, absorbé par le garde et son fusil, n'en avait rien à faire. Dans son esprit embrumé par l'alcool, une idée folle germait, sûrement, le garde devrait réagir si quelqu'un touchait à son arme. « Je te ferai pas de mal, » déclara Marc, comme s'il parlait à un animal nerveux, « je vais juste taper gentiment sur ce vieux fusil. » Ces mots se mêlaient à une légère élocution déformée, mais ses gestes restaient déterminés lorsqu'il tendit la main vers le fusil. Le temps sembla ralentir. Thomas cria, « Marc, arrête !» au même instant où Sarah laissa échapper un petit cri. Quelques voix s'élevèrent dans la foule pour l'avertir. Mais Marc était déjà engagé dans sa démarche, sa main se déplaçant lentement dans l'air. Ses doigts frôlèrent à peine le métal froid du fusil lorsqu'il eut sa dernière chance de revenir sur sa décision. Plus tard, une fois sobre et avec le temps de réfléchir, il se rappellerait ce moment avec une précision douloureuse, la lumière du soleil couchant sur le métal, l'inflexible regard du garde, le souffle pris de la foule. Ce fut l'ultime instant de calme avant que tout ne bascule de façon spectaculaire. Le bout des doigts de Marc effleura le métal froid du fusil. Dans son esprit, ce geste serait suivi de rires et d'applaudissements, peut-être même d'un sourire complice du garde. La réalité, hélas, avait d'autres projets. Le changement fut si soudain qu'il en coupa le souffle à tout le monde. En un clin d'œil, le garde, resté figé tel un mannequin, se mit en mouvement avec une précision militaire. Le fusil fut balancé loin de la main de Marc, et le garde fit un brusque pas en arrière tout en adoptant une posture défensive. Ce mouvement, fluide et maîtrisé, était terrifiant dans son efficacité. Reculé, tonna la voix du garde, résonnant dans la cour et tranchant le bavardage ambiant des touristes comme un coup près. Ce n'était pas seulement fort, c'était porteur du poids de l'autorité royale, des siècles de tradition et de la menace bien réelle de conséquences immédiates. La main de Marc se figea dans les airs. L'alcool qui quelques instants plus tôt rendait tout si amusant s'évapora soudain, remplacé par une décharge d'adrénaline qui faisait tambouriner son cœur contre sa poitrine. Sa bouche se dessécha, et il se retrouva face à la crosse du fusil, tenu par un homme qui n'était plus un simple attrait touristique mais un soldat aguerri. Un silence assourdissant s'installa. Même le bourdonnement habituel de la circulation londonienne sembla s'éteindre. Marc n'entendait que sa respiration, rapide et superficielle, et le sang qui martelait ses tempes. Ses jambes se transformèrent en caoutchouc, l'empêchant de bouger, tant il redoutait de faire le moindre geste. Derrière lui, il entendit Sarah émettre un petit gémissement. Thomas tentait de dire quelque chose, probablement pour calmer la situation, mais ses mots se perdaient dans l'horreur ambiante. Tout ce que Marc pouvait concentrer, c'était le regard perçant du garde, désormais fixé droit sur lui. L'inspecteur cérémonial avait disparu pour laisser place à l'œil d'un soldat professionnel en pleine évaluation d'une menace. Chaque seconde s'allongeait, comme étirée par un élastique. Dans sa panique, Marc voulut lever les mains, mais même ce geste simple lui semblait dangereux.
Il les leva lentement, paumes ouvertes, pour prouver qu'elles étaient vides. Sa bouche s'ouvrait et se refermait, mais aucun mot ne parvenait à ses lèvres. Que pouvait-il dire pour arranger les choses? La foule s'était reformée en un large cercle autour de lui, les caméras de téléphone scintillant sous le soleil déclinant. Mark avait voulu être au centre de l'attention, et il y était bel et bien, mais pas comme il l'avait espéré. On pouvait presque lire sur les écrans des passants des légendes du genre « L'Américain bourré apprend vite pourquoi il ne faut pas chercher les noix aux gardes de la reine ». Au milieu de la panique, Mark perçut déjà des pas précipités venant de plusieurs directions. D'autres gardes apparurent, se déployant avec la même efficacité que le premier. Le bruit régulier de leurs bottes sur le pavé s'intensifiait à mesure qu'ils convergèrent vers lui. Le garde initial, depuis qu'il avait adopté sa position défensive, n'avait plus bougé d'un muscle. Son fusil restait immobile, pointé avec une précision inébranlable. Jamais Mark ne s'était senti aussi lucide, aussi conscient de l'ampleur de sa bêtise. Ces hommes n'étaient pas des figurants, ils étaient des soldats d'élite, et ils venaient de compromettre leur mission de protection de l'un des monuments les plus précieux de Grande-Bretagne. Le martèlement des bottes cessa soudain. Mark se retrouva encerclé par un demi-cercle d'uniformes rouges et de fusils, chacun affichant le même professionnalisme imposant. Au loin, le bruit des sirènes de police se rapprochait. L'histoire de vacances qu'il imaginait raconter à ses amis prenait une tournure bien différente. La cohue dans la foule évolua rapidement, les touristes reculèrent, les parents agrippèrent leurs enfants, et des adolescents se bousculaient pour obtenir un meilleur angle de prise de vue. Les sirènes se firent plus pressantes, se mêlant aux murmures multilingues alors que des visiteurs du monde entier commentaient le drame qui se déroulait devant eux. Ses amis avaient été repoussés par la foule, leurs visages blêmes trahissant l'inquiétude. Thomas tenta d'avancer, mais d'autres touristes le retinrent, refusant de risquer d'aggraver la situation. Sarah, les mains contre la bouche, gardait son téléphone bien enfoncé dans sa poche, tandis que les autres regardaient, impuissants, le désastre se jouer. Je n'ai pas voulu. Balbutia finalement Mark, sa voix paraissant étranglée et lointaine à ses propres oreilles. Ses mains restaient levées, tremblantes dans l'air. La sueur perlait sur son dos, et son t-shirt collait à sa peau malgré la fraîcheur londonienne du soir. Les mots qu'il voulait dire, des excuses, des explications, des supplications, se bloquaient dans sa gorge. Les gardes gardaient leur position avec une précision militaire, leur discipline contrastant avec le chaos ambiant. D'autres agents de sécurité du palais étaient intervenus, vêtus de costumes sombres plutôt que d'uniformes cérémoniels. Ils se déplaçaient parmi la foule avec une efficacité discrète, établissant un périmètre plus large et dirigeant les curieux loin de la scène. Au milieu de ce brouhaha, quelqu'un commentait rapidement en espagnol, probablement en train de diffuser la scène en direct. Une voix britannique expliquait à un interlocuteur que c'était pour cette raison que les gardes portaient de vrais fusils et non des accessoires factices. Un groupe de touristes japonais prenait des clichés à une cadence effrénée, leurs appareils déclenchant des bruits minuscules semblables à des insectes. La première voiture de police arriva avec ses gyrophares allumés mais sans sirène, se garant avec une précision quasi militaire. 2 agents en sortirent, leurs gilets de sécurité jaunes contrastant avec le ciel qui s'obscurcissait. Ils s'avancèrent calmement, les mains éloignées de leurs armes. Manifestement, ils avaient été informés et savaient que la situation était sous contrôle. Très bien, déclara l'agent en s'adressant directement à Mark d'une voix fatiguée, comme celui qui a vu trop de touristes commettre d'innombrables erreurs. Écoutez-moi bien et suivez exactement mes instructions. Vous comprenez? Mark acquiesça, trop abasourdi pour parler. Le garde qui l'avait d'abord interpellé maintenait toujours sa position, fusil en main, mais Mark sentit un léger changement dans l'atmosphère. L'urgence immédiate cédait progressivement la place à une procédure, celle qui impliquerait paperasserie et conséquences plutôt qu'une réponse instantanée à une menace. La foule fut dispersée de manière plus contrôlée, les policiers élargissant le périmètre autour de la scène. Mark entendait des bribes de conversation, complètement idiots. J'aurais pu me faire tirer dessus. Les Américains pensent toujours. Chaque remarque était comme un coup de couteau supplémentaire, alourdissant son sentiment de honte et de regret. Le claquement des menottes, bien que discret, résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Mark. Le métal froid qui se referma sur ses poignets lui rappela brutalement la réalité. L'agent, avec une efficacité mesurée et sans brutalité, le fit asseoir et plaça ses mains derrière son dos, le traitant comme n'importe quel individu ayant commis une erreur grave. Mark William Anderson, lut l'agent en consultant le passeport que Thomas avait remis, les mains tremblantes. Vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public et tentative d'ingérence dans l'exercice des fonctions d'un militaire. Vous n'êtes pas obligé de répondre,
mais si vous gardez le silence lors de l'interrogatoire, cela pourrait se retourner contre vous en cours. » Les mots se bousculaient dans l'esprit de Marc. Il imaginait déjà le visage de sa mère en voyant cela aux infos où elle avait tant espéré qu'il profite de son premier voyage en Europe, l'avait aidé à planifier l'itinéraire, et lui avait demandé de prendre plein de photos. Eh bien, il y en avait désormais plein, et elles circuleraient partout. Les gardes reprirent leur poste avec la même rigueur qu'ils avaient démontrée pour neutraliser la menace. Celui que Marc avait osé toucher se tenait à nouveau en place, posture impeccable, comme si rien ne s'était passé. Ce n'est qu'alors que Marc réalisa véritablement l'ampleur de la discipline exigée ou des années d'entraînement pour atteindre un tel niveau de professionnalisme. Pendant que les agents l'emmenaient vers la voiture de police, Marc jeta un dernier regard à travers les interstices de la barrière. Quelques curieux s'éloignaient déjà, leur divertissement nocturne terminé, tandis que d'autres continuaient de filmer, partageant son humiliation sur tous les réseaux sociaux imaginables. Le trajet vers le commissariat fut long et pénible. Marc observait, impuissant, les rues de Londres défiler par la fenêtre, se demandant comment tout avait pu si vite basculer. Ce matin-là, il avait hâte de voir la relève de la garde, maintenant, il s'apprêtait à découvrir l'intérieur d'un poste de police britannique. Ses pensées se répétaient inlassablement le mouvement brusque du garde, le fusil qui s'était balancé, l'ordre crié qui résonnait encore dans ses oreilles. Que pensait-il? Il n'avait pas réfléchi, c'était ça le problème, il avait agi comme dans une vidéo virale, oubliant que la vie réelle comporte de vraies conséquences. La voiture de police tourna dans une rue secondaire, puis franchit un portail donnant sur un parking souterrain. L'estomac de Marc se noua à l'idée qu'il allait être traité dans un poste étranger, à des milliers de kilomètres de chez lui, simplement parce qu'il n'avait pas pu résister à l'envie de faire le fou pour quelques rires. Le bureau d'interrogatoire était plus exigu que ce à quoi Marc s'attendait, bien loin des vastes salles qu'il avait vues dans les séries policières britanniques. Une unique lumière fluorescente bourdonnait au plafond, projetant des ombres dures sur la table et les 3 chaises disposées autour. Les murs, d'un beige institutionnel autrefois presque blanc, semblaient témoigner d'un temps révolu, et une caméra de surveillance clignotait silencieusement dans un coin. L'inspecteur-chef était assis en face de lui, feuilletant un dossier avec une patience méthodique. Plus âgé que les agents qui l'avaient amené, des mèches grises parsemaient ses cheveux sombres, et des lunettes de lecture trônaient au bout de son nez. Il n'avait pas élevé la voix une seule fois, ce qui rendait l'atmosphère encore plus pesante. « Permettez-moi de clarifier les faits », dit en relevant les yeux de ses papiers. « Vous avez trouvé amusant d'interférer avec un membre de la garde de la reine pendant l'exercice de ses fonctions. Vous avez ignoré les multiples avertissements affichés, vous êtes moqué de la nature militaire évidente de sa position, et vous avez tenté de toucher à une arme de service. » Est-ce un résumé exact des faits? Marc hocha la tête, puis se souvint qu'il devait parler clairement pour le dossier. « Oui, monsieur. Mais je ne voulais pas, je veux dire, je ne cherchais pas à causer des ennuis. Je pensais juste que... » « Vous pensiez juste que ce serait drôle », interrompit et d'un ton empreint de plusieurs décennies d'expérience avec des cas similaires. « Monsieur Anderson, comprenez-vous que les gardes du palais de Buckingham ne sont pas des acteurs? Ils ne sont pas là pour divertir ou pour servir de sujet à des selfies. Ce sont des soldats en service actif, chargés de protéger l'un des bâtiments les plus importants du Royaume-Uni. » La réalité de sa situation s'imposa enfin à Marc. Chaque mot de était comme une brique s'ajoutant à l'édifice des conséquences auxquelles il devait faire face. Sa gorge était sèche, et le café qui lui avait été offert plus tôt était désormais froid, posé entre eux sur la table. Le garde que vous avez approché aujourd'hui a déjà effectué 3 tours de service, poursuivi et en consultant ses notes. Lui et ses collègues sont des militaires entraînés qui portent des armes chargées parce que leur mission l'exige. Lorsque vous vous êtes approchés, il a dû prendre une décision en une fraction de seconde pour déterminer si vous représentiez une menace réelle. Marc sentit son estomac se nouer. Il n'avait absolument pas songé à cela ou n'avait pas imaginé qu'à travers les yeux du garde, il pouvait paraître être une menace réelle plutôt qu'un simple touriste ivre. « J'aurais pu me faire tirer dessus », murmura Marc, la réalisation le frappant comme un coup de poing. « Exactement », acquiesça et en retirant ses lunettes pour fixer Marc d'un regard perçant. Vous avez bien de la chance que nos gardes soient aussi bien entraînés. Maintenant, parlons des conséquences juridiques de vos actes. Elle sortit plusieurs formulaires et les déposa sur la table. Vous êtes accusé de trouble à l'ordre public et d'ingérence dans l'exercice des fonctions d'un officier militaire. Une amende fort conséquente vous sera infligée, et cet incident sera consigné. Votre passeport est désormais signalé,
ce qui signifie que vos futures visites au Royaume-Uni feront l'objet d'un contrôle renforcé. Comprenez-vous ce que je vous dis? Mark hocha de nouveau la tête, son esprit se focalisant sur l'argent durement économisé pour ses vacances qui allaient s'envoler dans le système judiciaire britannique. Oui, monsieur. Bien, conclut en repoussant les formulaires devant lui. Je tiens à être très clair, si vous aviez eu le contact avec ce fusil, ou si le garde avait perçu votre geste comme une menace sérieuse, nous aurions une conversation bien différente. Vous feriez face à des accusations beaucoup plus graves, voire à une peine d'emprisonnement. Le secrétaire du poste de police rendit à Mark ses affaires une par une, portefeuille, téléphone, montre, lacet. Chaque objet lui semblait étrangement étranger, comme un souvenir d'une vie antérieure. Son téléphone ne cessait de sonner aux appels manqués de ses parents, dizaines de messages d'amis, alertes d'actualité mentionnant « touristes arrêtés au palais de Buckingham ». L'amende épuisait déjà l'essentiel de ses économies de vacances, 5000 livres, chiffre qui se mélangeait sous ses yeux. Sa carte de crédit disposait à peine du solde nécessaire pour couvrir ce montant. Il plia soigneusement le reçu et le glissa dans son portefeuille, conscient qu'un jour, il devrait expliquer chaque centime à ses parents. Dehors, la nuit londonienne était étonnamment fraîche. Mark se serra contre lui-même, autant par le froid que par la honte persistante qui semblait s'être incrustée dans sa peau. Ses amis attendaient sur un banc en face du poste, leur visage exprimant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Thomas s'avança le premier, les mains enfoncées dans ses poches. « Ça va, mec ?» Mark essaya de sourire, mais l'expression se refusa. « Oui, enfin, non. »« Mais oui. » Il regarda ses amis, voyant les rides d'inquiétude creuser leur visage, comme s'ils avaient vieilli de plusieurs années en quelques heures. « Je suis vraiment désolé, les gars. J'ai gâché la soirée de tout le monde. » Sarah s'avança et lui fit une accolade rapide. « On est juste content que tu ailles bien. » Quand ce fusil s'est mis en avant. Elle frissonna et s'arrêta, incapable de finir la phrase. Ils regagnèrent leur hôtel en silence, les rues de Londres désormais calmes, à l'exception d'un bus ou d'un taxi tardif de temps en temps. Le téléphone de Mark vibrait dans sa poche, mais il n'osait pas encore le consulter. Les vidéos de l'incident avaient sans doute déjà inondé Internet. Sa mère allait faire un choc en les voyant. Le hall de l'hôtel lui apparut désormais différent en moins comme un point de départ excitant pour leurs aventures londoniennes et davantage comme le rappel brutal que tout peut déraper en un instant. Le réceptionniste leva les yeux à leur entrée, et Mark aurait juré qu'il y avait une lueur de reconnaissance dans son regard. Peut-être avait-il déjà vu les vidéos? « Je crois que je vais aller me coucher, » dit Mark à ses amis une fois arrivés à leur étage. Personne ne protesta. Ils savaient tous que demain amènerait son lot de défis et modifier les plans de voyage, gérer les retombées médiatiques, et affronter la réalité de ce qui venait de se passer. Dans sa chambre, Mark finit par consulter son téléphone. L'écran débordait de notifications, messages, courriels vocaux, alertes des réseaux sociaux. Un message attira particulièrement son attention à un lien vers un article de presse au titre accrocheur, « Touriste américain apprend à ses dépens au palais de Buckingham ». En dessous, une photo net immortalisait le moment où le garde avait levé son fusil. Mark à peine se reconnaissait dans l'image, son visage figé entre l'horreur et l'incrédulité. Assis sur le bord de son lit, il laissa défiler dans son esprit les événements de la journée, en boucle, comme s'ils étaient sur un disque rayé. Le pub, il y a moins de 12 heures, semblait appartenir à une autre vie. Il était venu à Londres pour des souvenirs inoubliables et il en avait désormais, certes, mais pas ceux auxquels il s'attendait. Lors de sa dernière nuit dans la capitale, Mark se retrouva seul sur un banc dans le parc St. James. Au loin, le palais se profilait, ses fenêtres diffusant une lumière douce dans le crépuscule. Ses amis lui avaient proposé de rester ensemble, mais il avait besoin de solitude. Les derniers jours avaient été un tourbillon de gestion de crise, changement de vol, courriels de journalistes, et conversations pénibles avec ses parents. Les vidéos virales accumulaient des millions de vues. Sa boîte mail débordait de messages de parfaits inconnus, certains moqueurs, d'autres compatissants, et certains utilisant son histoire comme exemple de tout ce qui ne va pas chez les touristes américains. Même son patron avait vu la séquence, déclenchant un appel maladroit pour lui rappeler de représenter les valeurs de l'entreprise, même en vacances. Un groupe de touristes passa près de lui, leur guide chuchotant des anecdotes sur l'histoire du palais. Mark les observa, se rappelant avec nostalgie son excitation d'être touriste à Londres il y a quelques jours. À présent, il se sentait changé, au conscient que chaque action a ses conséquences, que les traditions existent pour une raison,
et que ce qui semble drôle après quelques verres peut devenir mortellement sérieux en un instant. Une nouvelle alerte retentit sur son téléphone ou encore une nouvelle mention médiatique de son incident. Quelqu'un avait même rédigé un éditorial sur le comportement des touristes dans les sites historiques, utilisant son histoire comme leçon à ne pas oublier. Marc n'osa pas l'ouvrir. Il avait lu assez sur lui-même ces derniers jours pour combler plusieurs vies. Il observa plutôt, impuissant, les gardes du palais exécuter leur routine du soir, leurs gestes précis et pleins de détermination. Le soleil se couchait sur Londres, projetant de longues ombres dans le parc. Marc avait dépensé l'essentiel de ses économies de vacances pour payer l'amende, mais il lui restait juste assez pour savourer une dernière tasse de thé anglais dans un petit café près de l'hôtel. Le propriétaire l'avait reconnu apparemment, désormais, tout Londres le connaissait mais avait préféré taire l'incident. Demain, il embarquerait pour le Minnesota, retournerait à sa vie habituelle, mais il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce voyage l'avait transformé, mais pas de la manière qu'il espérait. Il était venu à Londres en quête d'aventures et d'histoires à raconter, et il repartait avec une leçon amère sur le respect, la responsabilité, et l'importance de réfléchir avant d'agir. Une brise fraîche faisait bruisser les feuilles des arbres, portant avec elle les échos lointains de la ville. Marc se leva du banc et jeta un dernier regard au palais. Les gardes y demeuraient, imperturbables, veillant non seulement sur un édifice, mais sur des siècles d'histoire et de tradition. Il pensa aux gardes qu'il avait osé défier un vétéran du combat, accomplissant son devoir avec une retenue remarquable face à la bêtise de Marc. En regagnant l'hôtel, il passa devant plusieurs pubs, dont le Lion Rouge où tout avait commencé. La foule du soir commençait à s'animer, mêlant touristes et locaux, chacun cherchant à vivre sa propre aventure londonienne. Marc continua son chemin, les mains enfoncées dans ses poches, conscient que son histoire le suivrait chez lui à un avertissement, une marque d'infamie, mais, espérait-il, aussi une leçon pour d'autres. Ses amis l'attendaient dans le hall de l'hôtel, prêts à l'aider à préparer son vol du lendemain. Ils étaient restés à ses côtés malgré la tempête médiatique. Prêt à rentrer, demanda Thomas alors que Marc arrivait. Marc hocha la tête, esquissant un petit sourire. Oui, je pense avoir appris tout ce qu'il fallait lors de ce voyage. Alors qu'ils montaient vers leur chambre, Marc entendit des rires au loin dans la rue où d'autres touristes s'élançaient dans leurs aventures londoniennes. Il espérait qu'ils feraient de meilleurs choix que lui. Après tout, certaines leçons ne devraient pas être apprises à la dure.